L'acquéreur a payé donc le prix de vente en crypto et du coup il a récupéré un bien immobilier. Donc c'est légal en France d'acheter avec de la crypto-monnaie un bien immobilier. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Maître Nuno Monteiro. C'est un expert en gestion de patrimoine et il est également notaire. Il est basé à Saint-Maur dans le 94 si je ne me trompe pas. Il se distingue notamment pour être le premier notaire à avoir enregistré première vente en crypto-monnaie. Donc on en reviendra aussi dans cette interview et aujourd'hui on va explorer plusieurs sujets crucial et essentiel. On va parler notamment de la création de SCI, on va parler des erreurs courantes à éviter lors d'un achat immobilier. On va parler bien sûr du fameux frais d'acte en main que peu de personnes connaissent. Mais avant de commencer, pour rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous et enregistrez et cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Donc Nuno, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à aujourd'hui devenir notaire ? Eh bien, tout d'abord, merci Kevin pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, moi, le notariat, en réalité, rien ne m'y prédestinait. Si tu veux, il faut revenir à mon adolescence. En fait, quand j'étais au collège, mon père a eu un grave accident de moto. Et à ce moment-là, moi, je ferais des études de droit à la base pour me spécialiser dans les victimes d'accidents de la circulation. Donc, je fais mes études, je passe donc mon bac, je vais en études de droit. Et je fais mes études de droit à Saint-Maur-la-Varenne, la ville où on s'est vu la dernière fois. Et j'avance petit à petit. Donc, je suis censé faire du droit des assurances. Et en fait, je commence en Master 2, mon alternance. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas ce que j'avais prévu. Finalement, au cours de mon alternance, dès les premiers jours, on est en pleine réunion et je décide de partir. Je quitte la réunion, je décide de partir et j'arrête le droit des assurances. Je vais discuter avec des profs, et notamment avec un prof avec qui je m'entendais bien. Et je lui demande, voilà, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? J'avais pris le droit des assurances. C'est un monde qui s'effondre pour moi. En fait, tout ce que j'avais prévu donc est totalement modifié. Et je décide à ce moment-là de faire droit notarial. Pourquoi ? Parce qu'on regarde les matières que j'affectionne particulièrement. Et du coup, il me dit, il y a bien un truc qui fonctionnerait. Mais pour toi, ça ne le fera pas. Je dis, comment ça se fait comment ça pour moi ? Compte tenu de ton nom, en plus toi, tu as le nom, mais tu as également le prénom. En fait, on n'est pas prêt à avoir un notaire qui s'appelle Nuno Monteiro, c'est-à-dire que tu seras un excellent collaborateur, mais tu n'auras jamais ton étude, il n'y aura jamais ton nom sur une plaque. Moi, c'est naïf, je ne comprends pas trop de quoi il me parle. Et c'est là, en fait, que je comprends que c'est un monde assez fermé, où les études se transmettent surtout de père en fils ou d'oncle à neveu, et que je vais galérer, en fait, avec mon nom et mon prénom. Et de ça, en fait, j'en fais ma force. Je bosse comme un acharné et je deviens à l'époque le plus jeune notaire associé de France lorsque je m'associe. Ok, super, super. Alors très simplement, la première question la plus basique, mais ça sert à quoi un notaire lors d'un achat immobilier ? Alors le notaire, il est là en fait pour sécuriser votre transaction, pour lui apporter 3 choses. Date certaine, personne ne peut contester la date d'un acte authentique. Force probante, ça a la même valeur en fait qu'un jugement en dernier ressort, et force exécutoire, c'est-à-dire que les obligations qui sont constatées dans un acte authentique sont de suite exécutoires. Donc le notaire, il est là pour sécuriser votre projet, lui apporter donc un caractère authentique. Ok. Et à quel moment on doit consulter un notaire ? Est-ce que c'est dès le début ? Est-ce qu'on doit déjà avoir son prêt immobilier ? À quel moment je me dis dans mon parcours d'investisseur, je dois aller voir un notaire ? Alors, le plus tôt possible pour définir la stratégie. Maintenant, il est évident qu'il faut que votre projet soit assez abouti. Si je vais voir un notaire et que je n'ai pas de projet, forcément, déjà, je vais devoir payer la consultation. Il faut que vous ayez un projet immobilier. Et moi, je recommande, en tout cas, de voir le notaire ou de lui présenter le projet du compromis que vous allez signer avant de le signer. Trop de personnes viennent me voir une fois qu'elles ont signé le compromis. Et donc, une fois que c'est signé, c'est au moment de l'avant-contrat, en fait, que le consentement entre le vendeur et l'acquéreur vont être liés et qu'il y a cette rencontre de volonté et que le contrat est formé. Ok, d'accord. Donc, on n'a pas vraiment besoin, en tout cas, c'est pas obligatoire d'avoir son crédit immobilier pour venir chez le notaire. Non, l'étape, en fait, c'est lorsque je vais signer une promesse de vente, compromis ou promesse authentique, peu importe. Eh bien, avant de signer quoi que ce soit,
eh bien, je prends un rendez-vous avec mon notaire pour définir les stratégies, pour vérifier s'il n'y a pas de difficulté sur le bien que je vais acheter, être certain que ce soit bien conforme à mes objectifs. D'accord ? Par exemple, si un investisseur veut faire de la location courte durée, est-ce qu'il est possible de faire de la location courte durée au sein du bien qu'il va acheter ? Ok, très bien, en tout cas très clair. Et comment on choisit son notaire ? Quels sont les éléments importants lors du premier rendez-vous lorsqu'on veut choisir un bon notaire ? Alors, vous avez un libre choix de votre notaire et j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tout professionnel, il faut prendre le notaire en qui vous avez confiance, celui qui va être disponible, actif, compétent et surtout celui qui vous ressemble, celui qui va vous comprendre. On sait que le notariat, le droit, c'est un jargon un peu parfois ancestral, ça reste un peu compliqué, donc encore faut-il rendre cela perceptible, audible, compréhensible en fait pour le jeune investisseur. Donc prenez un notaire qui vous inspire confiance, qui sera disponible, actif. Ok. J'ai eu un de mes élèves une fois qui vient vers moi et qui me dit, Kevin, est-ce que le premier rendez-vous chez le notaire, est-ce qu'il est payant ? Alors ça peut paraître bête comme question, mais je ne la trouve pas si bête que ça, parce qu'on peut confondre des fois avec avocat, notaire, Bien c'est des sûr. hommes de loi. Du coup, dans le cadre d'un notaire, est-ce que c'est payant pour le premier rendez-vous d'aller voir un notaire ? Alors ça va dépendre d'une étude à l'autre et ça va dépendre de ce que vous avez un projet. En général, lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous en vue d'effectuer un projet, une acquisition immobilière, une donation, une création de société, en général, ce conseil, il est gratuit. Ce qui différencie donc les notaires des avocats. Hein. Maintenant, si c'est juste une consultation pure et dure, une consultation juridique ou fiscale, celle-ci peut donner lieu au paiement d'honoraires. Mais ça va être une consultation pure et dure qui n'est pas suivie d'un acte. Ok. Et alors, je veux investir dans l'immobilier. Mhm. J'ai déjà un projet. Je me suis déjà mis d'accord avec le vendeur pour acheter ce projet. Dans la transaction de ce projet, combien de fois je vais devoir passer à l'étude d'un notaire ? Combien de fois je vais devoir rencontrer un notaire ? Alors, à minima une fois, le jour de la signature finale, en France en tout cas, les notaires ont pour l'instant un domaine réservé, hein, ce que certains appellent donc un monopole de la publicité foncière, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un acte sur un bien immobilier, obligatoirement, tu es obligé d'aller signer chez un notaire, qu'il s'agisse d'une vente, d'une acquisition ou d'une donation par exemple d'un bien immobilier. Donc à minima, tu vas avoir le notaire le jour de la signature finale. Mais en plus, le notaire, tu peux le voir si c'est lui qui rédige l'avant-contrat, la promesse de vente. Et moi, je recommande, même lorsque ce n'est pas le notaire qui rédige la promesse de vente, encore une fois, de faire vérifier le compromis qui peut être établi soit directement entre les particuliers, soit par l'agence immobilière. Faites vérifier ça par votre notaire. Donc, je dirais à minima 2, voire 3 fois par dossier, il faut voir votre notaire. Ok, donc si on récapitule, je me mets d'accord avec un vendeur, Oui. je mets les règles du jeu en place, le prix, etc. Je fais officialiser tout ça lors d'un compromis de vente qui est préférable de signer chez un notaire, même si on peut le Oui. signer en agence aussi, mais c'est préférable de signer chez un notaire. Et ensuite, il va y avoir un temps entre ça, notamment pour obtenir le crédit immobilier s'il doit y avoir. Et ensuite, on se revoit à la fin pour signer l'acte définitif, c'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi Exactement. la remise des clés. C'est ça. Donc grosso modo, il y aurait en moyenne, il y a 2 rendez-vous, Oui. une fois au début et une fois tout à la fin d'un projet immobilier. Exactement, Kevin. Et le laps de temps entre la promesse et la vente, en général, on est sur 3 mois en France, voire de plus en plus 4 mois, parce que les délais bancaires sont longs. On a vu que les conditions bancaires sont un petit peu durcies, et du coup, les délais sont plus longs pour l'étude du financement et pour l'obtention du prêt. Donc, entre la promesse et la vente, voilà, on a 3-4 mois en général, sauf pour les personnes qui ont la possibilité, bien entendu, de payer comptant, ça peut aller plus vite. Ok, donc je peux me rassurer par le fait que je me mets d'accord avec un vendeur et ensuite je vais avoir un laps de temps quand même pour aller obtenir un crédit immobilier Exactement. pour finaliser mon achat de biens immobiliers. Je n'ai pas besoin dès le premier rendez-vous d'avoir la somme directement. J'ai un délai en tout cas pour pouvoir obtenir ce crédit. Alors, c'est super important ce que tu dis, Kevin, parce que ce délai, en fait, c'est ce qu'on appelle la condition suspensive de financement. Il faut que je le négocie avec mon vendeur. C'est-à-dire qu'il faut bien que j'indique à mon vendeur que j'achète sous la condition d'obtenir un prêt. Parfois, en fait, j'ai des acquéreurs qui oublient cette condition ou qui, mal conseillés ou parce qu'ils veulent bloquer, parce qu'il y a une concurrence entre les acquéreurs. Pas plus tard que ce matin, tu vois, j'étais en ligne avec un acquéreur qui est un petit peu coincé parce que pour pouvoir bloquer le bien et l'acheter et passer en priorité, il a déclaré qu'il achetait sans financement, alors qu'il avait besoin d'un financement. Du coup, il n'est pas protégé par la condition suspensive. On arrive aujourd'hui à la fin des 3 mois, donc normalement, là, il est censé sortir l'argent pour payer le prix, pour signer l'acte de vente définitif. Aujourd'hui,
il n'a pas l'argent parce qu'il n'avait pas l'argent cash et il n'a pas obtenu son prêt. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est pas protégé. Comme il n'y avait pas la condition suspensive, il risque de perdre le dépôt de garantie qui était prévu au compromis de vente. Ok, ça c'est très clair. Et du coup, justement, tu viens de citer une erreur. Est-ce que tu as des conseils ou quelles sont les erreurs justement à éviter lorsqu'on fait un achat immobilier? On va dire peut-être le top 3, top 5 des erreurs que tu peux recenser sur un achat immobilier. Ce serait quoi les erreurs à éviter? Alors, la première, c'est en effet ne pas mettre de conditions suspensives de financement. Si j'ai besoin d'un crédit, il faut que je le dise au vendeur et qu'on me laisse un laps de temps entre la promesse et la vente pour obtenir le crédit. C'est ce qu'on appelle une condition suspensive. Si j'obtiens mon crédit, je lève la condition, j'achète. Si je n'ai pas obtenu le crédit dans les conditions, dans le délai prévu au compromis de vente, eh bien je récupère ma liberté sans rien perdre. Je récupère le dépôt de garantie que je verse au compromis de vente ou à la promesse de vente. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, en fait, c'est de vouloir acheter à tout prix sans maîtriser, en fait, le marché local. Le but de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, si tu achètes pour investir, c'est qu'en général, tu vas louer, voire tu vas revendre, mais en tout cas, à un moment donné, il faudra revendre. Et j'ai vu des gens qui, un peu dans la frénésie, la mode de l'investissement, achetaient des biens sans vérifier la demande locative sur place. D'accord ? Votre bien, peu importe le prix auquel il est proposé, la première chose que je fais, je vérifie la tension locative. Est-ce qu'il y a une demande de locataires sur place ? Ensuite, c'est au moment de l'acquisition que je fais ma plus-value. Ce n'est pas au moment de la revente. Donc, si je veux être sûr de gagner de l'argent à la revente, il faut que j'achète au bon prix. Donc, je dois vérifier, est-ce que le prix que je suis en train de proposer, il est conforme au prix de marché ou est-ce que je suis en train d'acheter un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Donc ça, c'est la troisième chose, l'analyse des prix. La quatrième chose, un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction du projet que vous avez en tant qu'investisseur, si par exemple vous avez envie de faire de la location courte durée, du type Airbnb ou autre, peu importe, eh bien, il faut vérifier si par exemple le bien est en copropriété, est-ce que je peux dans cette copropriété faire de la location courte durée ? Est-ce que c'est autorisé dans le règlement de copro ? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut une autorisation d'urbanisme en fait pour le faire ? Et enfin, la cinquième erreur, c'est celle de réaliser un projet à plusieurs, mais sans avoir le bon conseil et donc sans utiliser la bonne forme juridique. Acheter par exemple en indivision et se retrouver rapidement bloqué, ou faire une société avec des gens qui n'ont pas du tout la même vision. Bien sûr que l'union fait la force, mais on va vérifier, est-ce qu'on a le même cap, est-ce qu'on a le même objectif pour tracer notre feuille de route. Ok, très clair. Est-ce que, je prends un exemple tout bête, je me lance pour acheter un bien immobilier, je trouve un acheteur et un bien qui me correspondent, mais au bout de, je dirais, 8 jours, je sais pas, j'ai un retournement de situation, il se passe quelque chose dans ma famille, j'ai plus envie d'acheter ce bien. Est-ce que j'ai le droit de me sortir tout simplement de la transaction ? Alors, en France, si tu achètes un bien à usage d'habitation et que tu es un particulier, tu bénéficies d'un droit de rétractation. Alors, ce droit, en fait, te donne la possibilité de changer d'avis sans même à devoir justifier. Tu n'as pas à devoir donner un motif valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu signes une promesse de vente, demain, tu changes d'avis, et cela pendant un délai de 10 jours à compter du lendemain de la réception de la lettre recommandée qui va t'être adressée, eh bien, tu peux le faire sans avoir à justifier de quelconque motif. Attention, pour pouvoir bénéficier de ce droit de rétractation, Kevin, 2 conditions. Il faut que tu achètes un bien à usage d'habitation et en tant que particulier. Si tu achètes en tant que marchand de biens, en tant que professionnel, ou que tu achètes un bien à usage commercial, tu ne bénéficies pas du droit de rétractation. Premier conseil qu'on peut donner, même pour ceux qui font de l'investissement à titre de marchand de biens, signez vos promesses de vente en nom propre, de telle sorte que vous puissiez bénéficier du droit de rétractation. Et au besoin, si finalement vous achetez, on utilise la faculté de substitution et j'achète au nom de la société au final. Yes, donc on commence toujours en nom propre et après on met la fameuse clause de substitution pour switcher. Le jour de la vente, on dit non, c'est plus Kevin qui achète, c'est la société qui achète à la place. Exactement. Super. Tu as parlé de promesse de vente. Est-ce qu'il y a une différence entre un compromis de vente et une promesse de vente ? Alors en fait, c'est le même avant-contrat. La seule chose, c'est que le compromis, souvent, il est signé
donc soit directement entre les particuliers vendeurs et acquéreurs, soit en agence immobilière. Et c'est un document qu'on appelle un acte sous seing privé. D'accord ? À côté de ça, on a la promesse authentique, donc reçue devant notaire. On l'appelle aussi souvent la promesse unilatérale de vente. Dans cette promesse, comme son nom l'indique, promesse unilatérale de vente, il n'y a que le vendeur qui s'engage. Donc c'est plus sécurisant pour le vendeur parce que si l'acquéreur était défaillant, le vendeur récupère plus facilement sa liberté. Et cette promesse authentique, comme elle est signée devant notaire, elle bénéficie des 3 avantages qu'on a vus au début, à savoir, c'est un acte qui a date certaine, force probante et force exécutoire. C'est-à-dire que personne ne pourrait dire « Ah mais j'avais pas compris. Ah mais non mais c'est pas moi qui ai signé. Ah non mais c'est pas du tout ce que je voulais. » Dès lors que c'est signé devant notaire, c'est certain. Ok, tu as déjà eu des cas où les personnes se présentent le jour de la vente ou le jour du compromis. Enfin, le jour du compromis, on peut, mais par exemple, le jour de la vente finale, et dire non, en fait, du coup, je ne veux plus acheter ou ils changent de prix au dernier moment. Tu as déjà eu des situations Bien comme sûr. ça? Oui, tout à fait. Alors, tant qu'il y a un consentement entre vendeur et acquéreur, en réalité, tout est possible. On pourrait diminuer le prix, augmenter le prix, quelle qu'en soit la raison. Mais il arrive en effet, je prends l'exemple que tu viens de donner. Là, j'ai un acquéreur qui, on recommande toujours, avant la signature finale, de revisiter le bien pour voir s'il n'y a pas eu de sinistre, un dégât des eaux ou autre. Et là, tu vois, c'était une signature que j'aurais dû faire il y a plus de 2 mois, donc avant l'été. Et au moment de la revisite, donc 1 heure avant la signature finale, l'acquéreur observe qu'il y a eu un sinistre, un dégât des eaux et que personne ne lui a rien dit en fait. Donc il dit, moi j'achète pas, je vais acheter un bien qui a été nickel, vous remettez le bien nickel et du coup vous me rappelez quand le bien est nickel. Donc il y a eu une première réparation, manque de peau, un deuxième dégât des eaux, donc aujourd'hui on n'a toujours pas signé. Ok, ça, Et l'acquéreur du coup il dit, attends, moi j'ai perdu 3 mois et il faut me baisser le prix. ok, ah oui, carrément, ok. Et du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? C'est un accord entre les deux personnes? Il faut qu'il y ait un accord entre vendeur et acquéreur parce que s'il n'y a pas d'accord, malheureusement, on va partir en justice. Et la justice, aujourd'hui, on sait quand est-ce qu'on va intenter l'action et ouvrir le procès, mais on ne sait pas la durée, en fait, et on ne sait surtout pas qui peut être gagnant parce que la justice est incertaine, malheureusement. Ok. Et alors, lors de mon premier rendez-vous chez le notaire, est-ce qu'il y a des documents essentiels que je dois apporter ou je dois vérifier? Je pense pas qu'on arrive les mains vides. C'est quoi le meilleur packaging qu'on doit avoir quand on vient chez le notaire? En fait, c'est un peu la même préparation que lorsque vous allez voir votre banquier ou l'agent immobilier. Il faut bien définir votre projet. Il faut savoir exactement ce pourquoi vous venez. Est-ce que vous venez pour des renseignements patrimoniaux, fiscaux, pour une acquisition immobilière? Et il n'y a pas besoin de documents particuliers, mais forcément, la pièce d'identité pour justifier de votre identité. Si vous avez déjà fait une simulation de financement, ça permet de montrer votre sérieux, d'accord, et votre capacité à acheter le bien, parce que le notaire reste un professionnel comme tout autre. Donc, s'il vous donne de son temps, le but, c'est qu'à un moment donné, il y ait des actes qui sortent. J'ai des clients qui, malheureusement, ils enchaînent comme ça fait 3-4 ans des projets, mais ça reste à l'étape de projet et ils n'ont jamais acheté. Alors, aussi bien pour eux que pour nous, ça reste une perte de temps et c'est pas très efficace ni efficient. Ok, parce que du coup, justement, c'est une bonne question. À quel moment le notaire il est rémunéré du coup? Excellente question, Kevin. Le notaire, il est rémunéré à la fin, au moment de l'acte de vente finale. Donc, si la vente n'aboutit pas, le notaire et ses collaborateurs auront travaillé pour rien. Ok, donc on dit souvent les fameux 8% de frais de notaire. Donc, imaginons voilà, sur un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. Oui. Donc, tu mets 8 000 euros dans ta poche, c'est ça? Alors non, 8%, en réalité, c'est les fameux frais d'acquisition. Et ça, c'est de la faute des notaires. On a été mauvais en termes de communication, mauvais pédagogue, et on a laissé ce terme de frais de notaire, ce qui laisse bien entendre que les gens pensent que les 8% que tu évoques vont dans la poche du notaire. En réalité, la plus grosse partie, 90% de ces 8%, ce sont des impôts que tu verses chez le notaire, et le notaire reverse ça à l'État. C'est ce qu'on appelle les droits de mutation. Les droits de mutation en France sont un petit peu en dessous de 6%, d'accord, entre 5,8 et 6%. Le notaire, en réalité, dans une transaction immobilière, il gagne 0,8%. Ça, c'est le montant que va gagner le notaire. Et qu'il y ait un ou deux notaires, c'est le même coût. Donc, vous avez toujours intérêt à être représenté par votre propre notaire, que vous soyez vendeur
ou acquéreur, il n'y a pas de coût supplémentaire à avoir votre notaire. Et s'il y a 2 notaires, eh bien les 2 notaires ils vont se partager ces 0,8. Ok, donc on peut avoir, donc moi je peux avoir mon notaire et le vendeur peut aussi choisir son notaire. Dans ce cas-là, qui fait quoi Est-ce que on va, par exemple, le rendez-vous, on va chez quel notaire? Un coup chez l'un, un coup chez l'autre? Comment ça se passe? Alors, les conseils, tu vas toujours aller chez ton propre notaire. C'est Ok. avec lui que tu vas faire le point sur la meilleure stratégie, sur lever les éventuels obstacles juridiques, vérifier les bonnes conditions suspensives, etc. Ça, tu le fais avec ton notaire. Et d'ailleurs, la plupart des rendez-vous aujourd'hui se font en visioconférence, à distance. J'ai, moi, je pense, 80% de mes rendez-vous qui sont de la sorte en visio. Ensuite, le rendez-vous de signature finale, que tu sois présent physiquement chez le notaire ou en visio, eh bien, on va regarder qui est le notaire qui tient la plume. Le notaire qui tient la plume, c'est-à-dire quel est le notaire qui va rédiger. Et en fait, on a des règles de compétences qui sont fixées par un règlement, le règlement national du notariat, qui nous dit quel est le notaire compétent. Il y a eu des changements récemment. Pour résumer, en règle générale, c'est le notaire vendeur qui tient la plume, qui va recevoir l'acte. Sauf dans certaines régions, notamment en région parisienne, on a dérogé au règlement national. Et en règle générale, c'est le notaire de l'acquéreur qui va tenir la plume, aussi bien pour la promesse que pour la vente finale. Ok, donc, pour ceux qui débuteraient dans l'investissement immobilier, on va parler un petit peu de technique, notamment du frais d'acte en main. C'est quelque chose que j'ai utilisé tout au début. C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée à un notaire pour savoir si tu es compétent. Je savais, c'était une question très technique. Et je sais si le notaire me dit oh, non, vous savez, c'est pas. Il cherchait un peu à esquiver la question. Vous voyez que c'était un notaire qui n'avait pas forcément envie de creuser le sujet, qui n'était pas dans le conseil. Mais du coup, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce que c'est un frais d'acte en main? Moi, je sais que ça m'a aidé, par exemple, à avoir un crédit sans apport à la banque. Mais justement, qu'est-ce que c'est le frais d'acte en main et à quoi ça sert pour la suite, notamment pour obtenir un crédit? Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire un frais d'acte en main? Alors, on va reprendre l'exemple que tu évoquais tout à l'heure. Un achat à 100 000 euros, on résume, on dit que les frais d'acquisition sont estimés aux alentours de 8%. Ce qui veut dire que si j'achète un bien à 100 000, ça va me coûter en tant qu'acquéreur 108 000. 100 plus 8%, donc 8 000, donc 108 000. Eh bien, si je vais voir le banquier et que je lui dis que j'ai besoin de 108 000 euros pour acheter un bien qui en vaut 100 000, eh bien, le banquier, en fait, il va me faire un crédit à 108, voire à 110%. Ça, c'était possible, fut un temps. Désolé, si tu commences aujourd'hui l'investissement, il y a très très peu de banques qui font du financement à 108, voire à 110%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le banquier il te dit, à minima, toi, tu apportes avec tes fonds personnels le montant des frais d'acquisition, les 8 000, et moi, je vais te prêter le prix, au max 100, voire 90% du prix, donc dans notre exemple, les 100 000 euros. Eh bien, si tu vois le banquier et que dans ta capacité d'endettement, tu as la possibilité d'emprunter les 108 000 euros, d'accord, parce que ça fait moins de 35% de ton endettement, au lieu de présenter le dossier avec 100 plus 8 000 de frais, on va modifier la clause du prix et on va intégrer les 8 000 dans le prix. Du coup, dans ton acte, le prix ne sera plus de 100 000, il sera de 108 000. Et conventionnellement, on va dire que les frais d'acquisition qui normalement sont pris en charge par l'acquéreur, eh bien là, ils vont être pris en charge par le vendeur de manière conventionnelle. C'est pour ça qu'on appelle ça un acte en main, Kevin, parce que dans le prix de vente, les frais sont déjà inclus. Donc, dans ce cas-là, le vendeur, au lieu d'encaisser 100 000, il va encaisser 108 000, mais ça revient au même parce que son prix net vendeur, il est toujours de 100 000. C'est le vendeur qui va prendre 8 000 dans les 108 000 pour payer les frais d'acquisition au notaire. Donc, ça ne change rien du tout pour le vendeur. Mais toi, le fait d'avoir cette petite astuce et de passer l'acte en main, lorsque tu vas aller voir ton banquier, tu lui demandes toujours 108 000 euros. Sauf que cette fois, ce n'est pas un 108 ou un 110%, c'est un 100%. Parce que le prix stipulé dans l'acte sera de 108 000. Parce que le banquier n'est pas censé savoir combien tu achètes. Pour lui, il pense que tu as acheté 108 000 euros le montant du bien et que les frais de notaire sont à zéro puisque c'est à la charge du vendeur. Exactement. Le montant à financer pour le banquier, c'est 108 000 qui correspond au prix. Voilà. Il ne finance pas les frais, il finance que le prix qui est de 108 000. Super. Et ça, c'est une très bonne astuce voilà, pour essayer d'obtenir un crédit sans apport. Parce que justement, le banquier, sa crainte, en fait, c'est de ne pas récupérer son argent.
Donc, il va pouvoir prêter une somme pour acquérir un bien immobilier. Mais par contre, des frais de notaire, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas récupérer si jamais ça se passe mal. C'est pour ça qu'il demande toujours aux investisseurs, notamment, de mettre la main à la poche pour ce cas-là. OK, très clair. Maintenant, j'aimerais passer sur la question de la SCI. La SCI, c'est une société civile immobilière, on le rappelle, hein. C'est souvent recommandé pour les investisseurs immobiliers. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients de cette structure et pourquoi un investisseur aurait préférence, en tout cas, pour investir sous une SCI? Et est-ce qu'il y a différents types d'SCI? Alors, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que l'union fait la force et forcément, investir à plusieurs, ça peut être plus facile. La première chose, c'est que justement, ça va permettre d'augmenter ma capacité d'endettement, ma capacité d'emprunt et donc le montant à financer. Donc, si j'investis à plusieurs, eh bien, je vais pouvoir acheter des biens plus chers et je vais pouvoir acheter plus de biens. C'est le premier intérêt de la société. Une société civile immobilière, comme son nom l'indique, c'est une société qui a pour objectif d'acheter des biens immobiliers. Alors, attention, la société civile immobilière, on va regarder, elle peut avoir deux fiscalités différentes, Kevin. Soit elle est transparente fiscalement, du coup elle ne paye pas d'impôts, ce sont les associés, eux, personnes physiques ou personnes morales, parce que je peux très bien être associé dans une SCI avec une autre société, eh bien ce sont les associés qui vont payer l'impôt. Souvent, par résumé, on appelle ça une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu. En réalité, cette SCI, elle n'est pas l'impôt sur le revenu, elle est juste transparente fiscalement, c'est-à-dire que ce sont les associés qui vont payer l'impôt. Si l'associé est une personne physique, la personne physique paye l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais si c'est une personne morale qui est associée de la SCI, cette personne morale peut être tout à fait assujettie à l'impôt sur les sociétés. D'accord ? Donc la SCI, elle est transparente fiscalement. Ce sont les associés qui vont payer l'impôt. À côté de ça, on a les SCI qui sont à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Comme toute structure commerciale, eh bien, la société paye directement son impôt. Une fois que la société a payé son impôt, s'il y a des bénéfices, ils vont être distribués éventuellement. Et sur la distribution, ce qu'on appelle les dividendes, l'associé, lui, va payer son impôt sur le revenu sur les dividendes. Donc, deux types de sociétés en SCI, soit elle est transparente fiscalement, soit elle est à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Attention Kevin, en fonction du type d'activité que vous allez faire avec la SCI, elle sera automatiquement à l'IS. Ok. Et est-ce que si je me trompe dès le départ, est-ce que je peux revenir switcher, je suis à l'IS, je veux revenir à l'IR, et si je suis à l'IR, est-ce que je peux aller à l'IS? C'est tout à fait possible, mais attention, le fait de switcher de l'IR à l'IS ou l'inverse peut engendrer une fiscalité, des nouveaux droits de mutation. Donc c'est pour ça qu'on a toujours intérêt d'anticiper, hein, on le dit toujours en gestion de patrimoine, la meilleure optimisation que vous puissiez faire, c'est l'anticipation. D'où l'intérêt d'aller voir votre notaire en préambule au début du dossier pour être certain de créer la bonne société avec la bonne imposition dès le départ. Ok. Donc une société, c'est quand même voilà, quelque chose de fiscal. Est-ce qu'un notaire peut créer une SCI? Est-ce que je peux aller voir mon notaire pour monter ma SCI? Bien sûr, alors, il faut de toute façon voir un juriste pour créer vos statuts de société. Que vous créiez une société commerciale, une société civile immobilière, allez voir que ce soit un avocat, un notaire ou un expert comptable pour avoir les bons conseils. Et surtout, j'insiste, faites des statuts sur mesure par rapport à vos projets et par rapport à votre configuration patrimoniale et votre architecture familiale. C'est un peu devenu un sujet à la mode. Tiens, mon voisin, il a une SCI, je veux aussi une SCI. Mais est-ce que tu as les mêmes besoins? Est-ce que tu as le même patrimoine? Est-ce que tu as la même configuration familiale? Donc, faites attention. Bien sûr que vous pouvez toujours trouver des choses pas chères sur Internet et des statuts lambda à quelques centaines d'euros. Mais ces statuts, attention, ils ne sont pas forcément adaptés à votre configuration, à vos projets. Et au final, ce qui est bon marché peut vous revenir très cher. Parce que si vous plantez, eh bien, il faudra modifier avec des nouveaux droits de mutation. On m'a dit que la SCI, c'est le meilleur moyen de transmission pour la future génération, pour ma descendance en tout cas. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est aujourd'hui ce que moi j'appelle la Rolls-Royce en termes de transmission de patrimoine, la SCI. Parce que si tu l'utilises habilement, tu peux transmettre un montant très très important de patrimoine en franchise de droit, c'est-à-dire sans aucune taxation
au droit de succession. Alors, comment on peut faire pour cela? Toujours pareil, en étant bien conseillé, en investissant dès le début en société. Je m'explique brièvement. Si toi, Kevin, tu es propriétaire d'un bien immobilier, donne-moi une valeur au hasard. Allez, 250 000 euros. Donc, si tu es propriétaire d'un bien immobilier qui vaut 250 000 euros et que tu laisses, par exemple, un enfant, eh bien, à ton décès, cet enfant, il bénéficie d'un abattement, c'est-à-dire un montant qui est exonéré de droits de mutation, donc de droits de succession, qui aujourd'hui, en France, est de 100 000 euros par parent et par enfant. Dans mon exemple, si ton bien vaut 250 000 et que tu laisses un enfant, comme il n'a que 100 000 euros gratuits, il y a 150 000 euros qui vont te dépasser. Ces 150 000 euros vont être taxés au droit de succession et très rapidement, en ligne directe, on atteint la tranche à 20%. C'est-à-dire que sur les 150 000 qui dépassent, eh bien, il y a 20% de taxation. Ici, en l'occurrence, ça fait déjà 30 000 euros. Donc sur un bien à 250 000 euros, 100 000 gratuits, 150 000 taxés à 20%, il y a déjà 30 000 euros de droit de succession. Et même s'il y a un crédit dessus, je ne peux pas déduire le crédit lorsque je vais transmettre le bien à mon enfant. Versus la deuxième solution, si j'ai acheté via une SCI, qui est propriétaire du bien? C'est la société. Moi, je suis propriétaire des parts. Donc ce que je vais donner à mes enfants, ce sont les parts de la société. Combien vaut cette société? On va regarder ce qu'il y a dans la société. À l'actif, dans mon exemple, j'aurai le bien, 250 000. Et au passif, en général, comment tu achètes un bien immobilier? Avec un crédit. Avec un crédit. Donc, si tu fais ta transmission dès le début, tu viens d'acheter un bien à 250 000, tu as obtenu 250 000 ou même 200 000 euros de crédit. La valeur nette de ma société, actif le bien, moins passif le crédit. Donc, si j'ai acheté avec 100% de crédit, ma valeur de société au début, c'est 0. J'ai un bien qui vaut 250, j'ai en face un crédit de 150, valeur nette 0. Je transmets à ce moment-là les parts à mes enfants, alors que les parts valent 0. Et donc, il n'y a pas de taxation du coup, parce qu'on ne taxe pas sur zéro. Aucune taxation. Super. Et bien entendu, Kevin, on prévoit des clauses pour protéger le parent donateur dans l'acte. On va te laisser l'usufruit, comme ça c'est toi qui as les revenus. On va te laisser les pleins pouvoirs et la gérance dans les statuts pour que tes enfants ne deviennent pas ingrats et qu'ils ne te mettent pas un coup de pied aux fesses pour te mettre dehors à 18 ans. Super, top. Très belle astuce en tout cas. Et du coup, si j'ai du patrimoine, je l'avais investi en nom propre, est-ce que je peux justement faire cette technique, monter une SCI et rebasculer tout ce que j'ai en nom propre dans cette SCI pour justement faire de la transmission de patrimoine? Bien entendu, tu peux le faire et il faut le faire. Je recommande de le faire. C'est pour ça qu'il faut donc prendre rendez-vous avec votre notaire pour étudier les différentes solutions et le coût de cette transmission. Encore une fois, on voit ici l'intérêt de le faire, si possible, ce qu'on appelle ab initio, donc dès le départ. Parce que si je le fais en cours de route, si tu as acheté en nom propre, tu as déjà payé les frais d'acquisition une fois. Pour basculer le bien sur la SCI, il y a à nouveau des droits de mutation. À moins qu'il n'y ait plus de crédit sur le bien. Et dans ce cas-là, tu peux être exonéré de droits de mutation lorsque tu apportes un bien à une SCI et un bien sur lequel il n'y a plus de crédit. Là, tu peux bénéficier d'une exonération de droits de mutation. Ok, super. Top en tout cas. C'est dans mes projets en plus de faire ça pour la gestion du patrimoine, ce qui est, je pense, très important. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect crypto-monnaie. Ça, c'est quelque chose, un sujet qui revient à la mode, qui même devient à la mode plutôt, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup parler, notamment dans le milieu du notarial. Tu as été le premier notaire en France à enregistrer une vente en crypto-monnaie. Comment cette opportunité elle s'est présentée et c'était quoi le plus grand défi justement pour enregistrer cette transaction? Alors moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis toujours assez avant-gardiste, aventurier. J'aime les challenges, j'aime quand on me dit c'est impossible et je me bats pour rendre cette chose possible. En l'occurrence, il y a deux mondes qui s'opposent. Le monde de la crypto, il est souvent présenté de manière complètement opposée au monde de l'immobilier. Et moi, j'ai eu envie en fait que ces deux mondes se rencontrent. D'accord ? Et la rencontre de ces deux mondes s'est produite de la manière suivante. J'avais un vendeur qui, lui, était full immobilier en termes de patrimoine et qui avait un petit peu envie de diversifier. On dit souvent que l'autre clé pour optimiser son patrimoine, c'est de diversifier.
donc de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et du coup, il avait envie d'avoir un peu de liquidité et d'autres placements, et notamment, il commençait à s'intéresser à la crypto. Et à côté de ça, j'avais un acquéreur qui, lui, était full crypto, zéro bien immobilier. C'était un type qui avait investi full crypto depuis le début. Et du coup, je les ai mis donc en relation, vendeur-acquéreur. Et donc, on a fait cette transaction où l'acquéreur a payé donc, le prix de vente en crypto. Et du coup, il a récupéré un bien immobilier. Donc c'est légal en France d'acheter avec de la crypto-monnaie un bien immobilier. C'est tout à fait légal, contrairement à ce que vous pouvez lire, entendre, à toutes les légendes urbaines. C'est légal, on a été les premiers à le faire, on l'a répété depuis. Alors, je t'avoue que je me suis un peu arraché les cheveux sur cette transaction parce que justement, j'ai dû créer de toutes pièces un acte. Ça n'existait pas. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est que bien entendu, le prix de vente exprimé dans l'acte, lui, il est fixé dans la monnaie locale. En l'occurrence, c'était un acte en France, avec un bien immobilier en France. Donc, le prix est fixé en euros. Et les droits de mutation, ces fameux frais d'acquisition qu'on évoquait tout à l'heure, je les paye aussi à l'État en euros. L'État n'accepte pas encore, pour le moment, de paiement d'impôts en crypto. Et enfin, le vendeur, dans mon cas de figure, c'était un vendeur qui était assujetti à la plus-value immobilière. Donc lui, il fallait aussi qu'il paye un impôt, l'impôt à la plus-value, parce qu'il a vendu le bien plus cher que sa valeur d'acquisition. Et du coup, lui aussi, il a dû payer cet impôt à l'État en euros, et non pas en crypto. Ok, super. Est-ce que tu penses que cette technologie, elle va prendre du poids dans les années à venir et du coup, quel va être le rôle du notaire? On entend souvent que le notaire va être remplacé, on n'aura plus besoin de notaire parce que on va acheter en crypto-monnaie et du coup, ça va être tout informatisé. Comment tu vois, toi, la chose? Alors, moi, je suis assez fan d'IA, d'intelligence artificielle. Je l'utilise, je l'implémente au quotidien dans mon suivi de dossier. J'incite mes collaborateurs à le faire. Et pour moi, en fait, c'est une évidence. Aujourd'hui, l'IA est plus forte que l'humain sur plein de sujets. Par contre, à mon sens, on n'en est pas à un stade où l'IA peut remplacer l'humain, notamment sur le conseil, sur l'écoute, sur l'aspect psychologique. Moi, j'utilise notamment les plus gros moteurs du type ChatGPT pour des comptes rendus sur des gros bilans patrimoniaux et je challenge beaucoup ChatGPT. Bon, ça va, j'ai encore quelques années d'exercice devant moi parce qu'il y a des choses qu'il n'est pas en mesure d'appréhender. Vraiment, tout ce qui va être l'aspect psychologique d'une transmission, il a la technicité, mais il n'a pas ce côté humain et cette écoute. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Ces deux mondes peuvent cohabiter et je pense plutôt, notamment pour mes confrères qui sont dubitatifs sur le sujet, à mon sens, il faut l'intégrer plutôt que le combattre. Si tu veux le combattre, tu es déjà mort parce qu'en fait, tu es en train de te battre avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, un peu à l'image des plus grands entrepreneurs de cette planète, quand il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, intègre-le. Intègre-le au lieu de le combattre. Yes, très bonne en tout cas vision de la chose. Et pour ceux qui envisagent, peut-être il y a des personnes qui nous regardent et qui veulent acheter en crypto-monnaie, qui ont de la crypto et qui veulent acheter de l'immobilier via la crypto-monnaie. Ce serait quoi les aspects juridiques et fiscaux à prendre en compte pour ça? Alors, il y a trois choses. La première, c'est que, il faut vous mettre d'accord avec votre vendeur sur le type de crypto qu'on va utiliser, d'accord, sur la plateforme qui va être utilisée. Et trois, comme le prix exprimé dans l'acte est en euros, dans notre cas, si on parle d'un exemple donc d'une acquisition immobilière en Europe, eh bien, le prix stipulé en euros, à un moment donné, il va être converti. Il va être converti pour calculer, il faut combien de crypto pour payer le prix. À quel moment on fait ce calcul de conversion? Parce que comme la crypto, ça fluctue, c'est très versatile, est-ce qu'on fait la conversion au moment de la promesse de vente pour déterminer combien de crypto je devrais verser? Ou est-ce que je fais le calcul et la conversion 3 ou 4 mois plus tard au moment de la vente? Il y aura forcément un perdant et un gagnant. Donc ça, il faut le définir conventionnellement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise règle. C'est à définir conventionnellement avec ton vendeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est attention. Dès lors que je suis en train d'acheter un bien, donc je convertis ma crypto, d'accord? Eh bien, lorsque j'achète un bien avec de la crypto, je suis assujetti à la fiscalité parce qu'en fait, j'ai transformé la crypto en un bien
qui est rentré dans mon patrimoine, en l'occurrence un bien immobilier. D'accord ? C'est comme lorsque je convertis en fiat. J'ai la fiscalité qui s'applique. D'accord ? Donc, il faut que je sois prêt à payer cette fiscalité et je devrais déclarer dans ma déclaration d'impôt, si je fais une acquisition immobilière avec de la crypto en 2024, dans ma déclaration d'impôt sur mes revenus de 2024, je devrais donc indiquer que j'ai arbitré de la crypto pour acheter un bien immobilier. Et si j'avais de la plus-value latente sur cette crypto, bien, je vais être taxé à la fiscalité, donc en l'occurrence à la flat tax sur cette plus-value latente. Ok. Et toi, c'est quelque chose qui te dit, toi, à titre personnel d'ailleurs, on n'en a pas parlé, est-ce que toi, tu as investi dans l'immobilier en tant que notaire et une question qui me revient, est-ce qu'un notaire a le droit, justement, parce qu'il est au courant du marché immobilier, il est au courant un petit peu, parce que c'est lui qui enregistre notamment les décès, donc il peut être en première ligne pour avoir les bonnes opportunités. Est-ce qu'un notaire, il a le droit de se mettre sur une transaction immobilière, il a vu une bonne opportunité déjà, première question, est-ce que toi, tu fais de l'IMO? Est-ce qu'un notaire a le droit de saisir des bonnes opportunités pour lesquelles il est prévenu avant tout le monde? Alors, avant d'être notaire, je reste humain et moi, en l'occurrence, vous l'aurez compris, et justement, ce professeur d'université, pour revenir au préambule, me l'avait dit, avec mon nom et mon prénom, tout le monde le comprend, je suis portugais. En tant que portugais, forcément, l'immobilier, c'est quelque chose de très important. On est très attaché à la pierre et bien entendu, oui, je fais de l'investissement immobilier. Euh, et ce n'est pas parce que je suis notaire que je n'ai pas le droit de faire des investissements à côté. Par contre, je n'ai pas le droit d'avoir, moi, une activité commerciale parallèle à l'activité notariale. Pour garantir en fait une indépendance des notaires, eh bien, on leur interdit d'avoir une activité commerciale. Alors, il faut être prudent, tu l'as bien souligné. Bien entendu que le notaire est informé en premier lieu lorsqu'il va y avoir par exemple une transaction suite à une succession, un décès, un divorce, des gens qui s'entendent mal. Il n'est pas interdit pour un notaire d'acheter un bien, même un bien d'un client. Mais attention, c'est très particulier, d'accord ? C'est vraiment très vérifié par nos instances et par également la jurisprudence. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait un abus de faiblesse ou qu'on reproche au notaire d'avoir bénéficié d'une information. Ce qu'il faut, c'est que le notaire, s'il doit acheter un bien d'un client à lui, par exemple, il faut que la transaction se fasse aux conditions réelles du marché. Il ne faut pas que le client soit floué parce que le notaire a des connaissances que le client n'a pas. D'accord ? Donc, moi, personnellement, je ne le fais pas. Je sais que j'ai beaucoup de confrères qui le font. Mais dans ce cas-là, il faut bien entendu qu'ils soient prémunis et qu'ils aient vérifié quelle est la valeur de marché du bien qu'ils achètent. Et pour un investisseur immobilier, imaginons que c'est le meilleur négociateur au monde. Il arrive à obtenir des biens qui sont au prix du marché. Prendre l'exemple du bien à 100 000. C'est un excellent négociateur. Il va le négocier à 30 000 euros parce qu'il connaît toutes les méthodes de persuasion. Est-ce que on peut faire annuler la vente parce qu'on estime en tout cas qu'il a acheté trop peu cher le bien immobilier par rapport à la valeur du marché? Alors, il y a un garde-fou qui est prévu dans le Code civil, ce qu'on appelle l'action récision pour lésion, qui va venir en effet annuler la vente si j'ai fait vraiment une trop bonne affaire. La trop bonne affaire, en fait, c'est lorsque j'ai acheté le bien moins de 5/12 de sa valeur réelle de marché. Donc, imagine, pour prendre un exemple simple, il y a un bien, la valeur de marché, elle est de 120 000 euros, tu l'achètes en dessous de 50 000, eh bien, le vendeur pourrait faire annuler la vente. Bon, il faut vraiment trouver l'affaire idéale et qu'en plus, toi, tu revendes rapidement, d'accord ? Parce que il a donc 2 ans en fait pour mener cette action en récision pour lésion. Et en fait, quand est-ce qu'on va se rendre compte que tu as fait une super affaire ? Lorsque tu vas revendre, d'accord ? Donc, si tu revends le bien rapidement, soit tu as fait des travaux qui justifient que le bien, il est passé de 50 à 120, soit tu revends le bien dans le même état. Et là, attention, si tu fais une transaction où tu vas vendre plus de 7/12 au-delà du prix que tu as acheté, eh bien, le vendeur initial peut demander la nullité de la vente initiale. Ok, donc toujours bon à savoir. Négocier, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Alors, attention à la trop bonne affaire. Ok. Et en dehors de l'immobilier, quels sont tes autres domaines de compétences que tu conseilles souvent tes clients dans d'autres domaines? Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, diversifier son patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Hein, à mon sens, on l'a vu notamment avec cette situation Covid, hein, personne ne pouvait prédire cela. Ça a complètement bouleversé toute l'humanité.
le monde s'est retrouvé à genoux et au final a fait preuve de résilience, a continué de fonctionner. Donc, tout peut fluctuer dans la vie. Rien n'est immuable. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc, ne bâtissez pas votre stratégie avec uniquement un seul type de bien, qu'il s'agisse d'immobilier, de crypto. Il faut diversifier parce que comme ça, au moins, on voit que les marchés ne réagissent pas de la même façon. Si je suis placé sur plusieurs marchés, eh bien, je vais avoir par exemple un marché qui va être haussier en crypto alors qu'il est plutôt baissier en immobilier et puis vice-versa à un moment donné. Donc, diversifiez votre patrimoine. Moi, en tant que notaire, en fait, j'ai fait un double cursus. J'ai également fait un diplôme d'expert en gestion de patrimoine. Donc, j'intègre toujours une dynamique conseil auprès de mes clients afin, moi, mon objectif, c'est qu'ils puissent en toute légalité bénéficier au maximum de leur patrimoine en payant le moins possible d'impôts. Ça, c'est l'objectif que moi, je me fixe. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier de notaire? Là où tu trouves le plus grand kiff? Pour moi, le plus grand kiff, c'est d'accompagner les gens à un moment super important de leur vie. Quand tu te rends compte, en fait, Kevin, c'est assez dingue la confiance que les gens témoignent au notaire. C'est-à-dire que rapidement, on devient le confident de nos clients. Ils viennent se confier à nous, nous dire des choses qu'ils n'ont parfois jamais avouées à leur propre famille, notamment dans le cadre de la rédaction d'un testament, par exemple. Et ça, en fait, moi, je prends toute la mesure, toute l'importance de la confiance qui m'est témoignée. C'est ce que je dis aussi à mes collaborateurs. Pour vous, peut-être que c'est le 4e, 5e dossier du jour ou le 100e de l'année. Pour le client, ça sera peut-être l'unique fois de sa vie où il viendra voir un notaire. Donc, il faut prendre conscience de cela et se mettre à la hauteur de l'importance de l'événement pour le client. Donc, moi, ce que j'adore, justement, c'est d'accompagner les clients sur ces moments importants de vie. Qu'il s'agisse d'une acquisition, d'une vente, d'une donation, d'une création de société, d'une transmission de société, et parfois d'événements plus douloureux, du type un décès, un divorce, une maladie. Donc on est vraiment là à toutes les étapes importantes de la vie du client. Ok, et pour conclure, quel serait le message le plus important que tu voudrais transmettre à un investisseur immobilier justement dans le sujet de l'importance du notaire pour ses projets? Prenez le temps de définir votre stratégie qui vous est personnelle en fonction de vos objectifs, en fonction de votre composition familiale et prenez rendez-vous au plus vite avec votre notaire afin de définir ensemble donc cette stratégie. Et tout cela, en fait, ce n'est pas un concours. À mon sens, le patrimoine n'a d'essence et n'a de valeur que par la jouissance que les biens que vous allez avoir dans votre patrimoine vont vous apporter. Et dans votre patrimoine, les principaux piliers sont votre santé, votre famille, vos amis, vos biens immobiliers, la crypto, la bourse, tout cela, à mon sens, mais ça n'engage que moi, tout cela, ça doit être au service de vos objectifs personnels et familiaux. Super. Et du coup, où est-ce qu'une personne qui regarde cette vidéo, où est-ce qu'elle peut te contacter si elle veut avoir bénéficié de tes services? Alors, sur Instagram, sur Mon Notaire Conseil ou sur le site internet de monnotairconseil.fr ou .com, vous trouverez facilement mes coordonnées. J'anime également régulièrement des conférences. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais choisissez un notaire en qui vous avez confiance, un notaire qui saura être là pour vous sur les moments importants de votre vie. Eh ben super. En tout cas, merci d'avoir suivi cette interview avec Maître Nuno Montero. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner justement pour recevoir encore plus de conseils. Merci Nuno et je te dis à très bientôt. À très vite, à bientôt tout le monde. Merci Kevin.